Vous imaginez un monde sans Netflix, sans les grands festivals, sans les soirs de match à la télé. C'est quasi impossible, hein. Et pourtant, il y a à peine plus d'un siècle, tout ça, ça n'existait tout simplement pas. Aujourd'hui, on va remonter le temps ensemble pour comprendre comment la presse, le cinéma ou encore le sport ont donné naissance, en France, à ce qu'on appelle la culture de masse, celle qui finalement rythme encore nos vies. Alors, voilà notre programme. On va commencer par définir ce que c'est au juste la culture de masse. Ensuite, on plongera dans l'âge d'or de la presse, puis dans la naissance du sport-spectacle et du cinéma. On ira faire un tour dans les lieux où tout ça se passait, et on terminera bien sûr par voir ce qui nous reste de toute cette révolution. Allez, on se lance. Et pour bien comprendre ce grand bouleversement, il faut poser les bases. Qu'est-ce que c'est ce fameux concept de culture de masse? D'où ça sort? Pour faire simple, la culture de masse, c'est la culture qui est produite de manière industrielle pour le plus grand nombre. Pensez à un blockbuster au cinéma, par opposition à une pièce de théâtre confidentielle. Avant, la culture, c'était souvent l'affaire d'une élite. Et là, d'un coup, on voit naître un immense marché pour des produits culturels accessibles à tous. Mais alors, comment on en est arrivé là? Eh bien, il a fallu la rencontre de deux phénomènes gigantesques au XIXe siècle. D'un côté, l'industrialisation, qui crée une nouvelle classe ouvrière, qui a un peu de temps libre et un petit pécule. De l'autre, l'urbanisation. Les gens quittent les campagnes et s'entassent dans les villes. Et le résultat, c'est quoi? Un public énorme, concentré au même endroit et prêt à consommer du divertissement. Et pour que ce soit bien concret, regardez un peu ces chiffres. C'est assez parlant. Des villes comme Bègle ou Talence voient leur population grimper en flèche en l'espace de quelques décennies. C'est justement cette nouvelle densité urbaine qui a servi de terreau à l'éclosion des loisirs de masse. Ok, le décor est planté. Maintenant, intéressons-nous au tout premier acteur de cette révolution culturelle, l'information. Et à cette époque, le roi, le maître du jeu, c'était le journal papier. En fait, l'histoire des médias de masse, c'est une succession de vagues. D'abord, à la fin du 19e, c'est l'âge d'or absolu des journaux. Puis, dans les années 30, la radio arrive et s'installe dans les foyers. Et enfin, dans les années 70, la télé s'impose comme le média roi. Chaque nouvelle vague vient bouleverser les habitudes. Pour bien mesurer l'ampleur du phénomène, retenez juste ce chiffre, 10 millions. C'est le nombre de journaux qui étaient vendus chaque jour en 1914. C'est énorme. Dans un pays où les 2 tiers de la population savent lire, la presse devient en quelque sorte le premier grand réseau social. Sauf que cet âge d'or va prendre fin brutalement. Après la Première Guerre mondiale, la confiance est cassée. Le public en a marre de la propagande qu'on lui a servie pendant des années. Ajoutez à ça une crise économique, et le résultat est sans appel. Les ventes de journaux s'effondrent de près de la moitié. Alors, face à cette crise sans précédent, la presse est obligée de se réinventer. Et comment? En changeant complètement de recette. On va moins parler de politique et beaucoup plus de faits divers, de romans feuilletons qui tiennent en haleine, et surtout, de sport. Le meilleur exemple, c'est le journal Paris Soir. Avec ses grandes photos, sa mise en page hyper moderne et ses pages sport, il va cartonner et atteindre les 2 millions d'exemplaires. Et là, il y a un point crucial à comprendre. La presse, elle, était majoritairement privée, donc assez libre. Mais les nouveaux médias qui arrivent, la radio puis la télé, eh bien, ils sont tout de suite placés sous le contrôle de l'État. C'est un monopole d'État qui va durer, tenez-vous bien, jusqu'au début des années 1980. Bon, on a parlé de l'info, maintenant place au grand spectacle. Et dans ce domaine, il y a deux nouveaux géants qui vont absolument tout emporter sur leur passage, le sport et le cinéma. L'ascension du sport est juste fulgurante. Regardez, on part d'1 million de sportifs licenciés en 1920 et on arrive à plus de 7 millions en 1975. C'est une explosion. Pourquoi? Parce que le sport entre à l'école, l'État se met à construire des stades et surtout, la presse en fait un spectacle suivi par des millions de gens. Et le cinéma, alors là, c'est la success story par excellence. Tout commence en 1895 comme une simple curiosité scientifique avec les frères Lumière. Au début, les films sont projetés dans des baraques à la fête foraine, et puis il y a des visionnaires comme un certain Charles Pathé qui comprennent qu'il y a un potentiel énorme. Il arrête de juste louer ses films et il se met à construire ses propres salles. Le cinéma moderne était né. Et ça, c'est un point qu'on a un peu oublié. Au début du XXe siècle, Hollywood n'est encore rien du tout. Le centre du monde du cinéma, c'est la France. Et Pathé devient le premier producteur de la planète. C'est lui qui exporte ses films absolument partout. D'accord, tous ces nouveaux loisirs, c'est formidable. Mais concrètement, ça se passait où? Où est-ce que les gens allaient pour consommer tous ces nouveaux divertissements? Le lieu numéro 1, c'est la fête foraine. Il faut l'imaginer comme une sorte de festival permanent. C'était un tourbillon de sons, de lumière. On y trouvait de tout.
Des manèges, bien sûr, mais aussi des spectacles de phénomènes, des combats de lutte, du théâtre, et évidemment la grande attraction du moment, les premières projections de cinéma. Et même les zoos, à cette époque, racontent cette transformation. On passe du zoo régalien, qui est une vitrine de la puissance coloniale, où on exhibe les animaux comme des trophées, à un nouveau modèle inspiré de ce qui se fait en Allemagne, le parc sans barreaux, où on essaie de reconstituer l'habitat naturel des animaux et où la question du bien-être commence à se poser. Le cirque, lui aussi, fait sa révolution. On oublie le spectacle un peu chic dans des bâtiments en dur réservés aux bourgeois. À la fin du 19e siècle, le cirque devient itinérant. Il plante son chapiteau, il prend la route et il part à la conquête des villes de province et des campagnes pour séduire un public beaucoup plus populaire. Bon, on arrive au bout de notre parcours. Maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Quel est l'héritage de cette grande révolution culturelle? En fait, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en l'espace de moins d'un siècle, tout a basculé. La manière de s'informer, de se divertir, d'occuper son temps libre, tout a été complètement réinventé. C'est vraiment la naissance d'une culture industrielle, pensée pour tous, qui a jeté les bases de notre société de loisirs actuelle. Et toute cette histoire, finalement, elle nous amène à une question très actuelle. À notre époque, celle du streaming, des réseaux sociaux, on a l'impression que chacun vit un peu dans sa bulle culturelle. Qu'est-ce qui nous rassemble encore vraiment? Quels sont les grands spectacles, les grands moments collectifs qui arrivent encore à nous unir par millions? La question reste ouverte.